Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du chômage conjoncturel et des politiques qui étaient adaptées pour lutter contre cette forme de chômage. Nous avons parlé du chômage classique et des politiques qui étaient adaptées pour lutter contre cette forme de chômage. Et enfin, nous avons parlé des différentes causes de chômage structurel en dehors de la question du coût du travail, car je vous rappelle que le chômage classique est une forme de chômage structurel. Et nous allons donc logiquement, maintenant dans cette vidéo, voir quelles sont les politiques adaptées pour lutter contre ces différentes causes de chômage structurel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu différents dysfonctionnements possibles sur le marché du travail et donc différentes causes possibles du chômage structurel. Nous avons parlé par exemple des asymétries d'information entre les entreprises et les salariés sur leur niveau de productivité et leurs efforts, et la théorie du salaire d'efficience nous proposait un salaire plus important, notamment avec un système de primes, pour encourager ces efforts et cette amélioration de la productivité. Nous avons parlé de la question de la protection de l'emploi et des coûts du licenciement qui pouvaient décourager les employeurs à créer des emplois dont ils n'étaient pas sûrs qu'ils avaient besoin de façon durable et pouvaient avoir peur de se trouver avec des personnes dont ils n'auraient plus besoin. Nous avons parlé de la question des problèmes d'appareillement quand les demandeurs et demandeuses d'emploi ont des caractéristiques en termes de localisation ou de formation, de qualification qui ne correspondent pas aux caractéristiques recherchées par les entreprises. Enfin, nous avons parlé de la question du délai de recherche d'emploi et la théorie du job search pour dire que finalement différents facteurs pouvaient augmenter ce délai de recherche d'emploi et donc, alors même que des emplois disponibles et correspondant aux caractéristiques des chômeurs et chômeuses existaient, et que ces facteurs allaient contribuer à augmenter le chômage. Nous allons maintenant voir du coup quelles sont les politiques adaptées à chacun de ces problèmes. On va commencer par la question du salaire d'efficience. Alors si vous vous rappelez la vidéo précédente, j'avais dit que en réalité c'était pas vraiment une cause de chômage, parce que certes on pouvait comprendre que proposer un salaire supérieur au salaire d'équilibre pouvait être cause de chômage, on l'a dit d'ailleurs à propos du salaire minimum, mais qu'en réalité la théorie du salaire d'efficience concerne plutôt des travailleurs et des travailleuses qualifiés avec des emplois bien rémunérés déjà à la base, et par conséquent des emplois où la question du coût du travail joue un rôle peu important. Le véritable problème avec cette question du salaire d'efficience, c'est le fait qu'elle explique l'envolée des salaires et des hautes rémunérations, par exemple pour les PDG. Dans cette perspective, la solution serait d'essayer de plafonner les salaires pour empêcher une hausse trop importante. Et là, finalement, en fait, on peut quand même faire un lien avec la question du chômage. Parce que forcément, tout l'argent que les entreprises mettent sous différentes formes pour justement augmenter la rémunération de leurs dirigeants et de leurs dirigeantes, c'est forcément de l'argent qui n'est pas utilisé ailleurs, notamment qui n'est pas utilisé pour créer des emplois. Donc finalement, en limitant cette question de la rémunération, on pourrait dégager des revenus supplémentaires qui pourraient être utilisés pour créer des emplois supplémentaires. Alors est-ce que concrètement ça marcherait? On peut largement en douter, mais c'est théoriquement, on comprend la cohérence du raisonnement. Deuxième problème, la question des coûts du licenciement qui découragerait la création d'emplois supplémentaires. Diminuer les coûts du licenciement revient en fait à augmenter la flexibilité du travail. Et là, logiquement, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est exactement que la flexibilité du travail? Alors, on va commencer par la définir de façon générale, ensuite on va voir qu'il y a différents types de flexibilité. Mais pour commencer, on peut définir la flexibilité du travail comme la capacité d'une entreprise à adapter le travail qu'elle utilise aux variations de la demande. Je répète, la flexibilité du travail est la capacité d'une entreprise à adapter le travail qu'elle utilise aux variations de la demande. Voilà, pour la définition. Alors, concrètement, en effet, pourquoi est-ce que ça consiste, adapter le travail? Ça dépend de quel type de flexibilité on parle. Au total, on peut distinguer 5 formes de flexibilité. Donc là, vous voyez, flexibilité quantitative, externe et interne, qualitative, externe et interne, et la flexibilité salariale. Donc la flexibilité salariale, en gros, pour commencer par celle-là, qui est un petit peu à part, c'est la possibilité de changer les salaires, de dire par exemple, en période de crise, on va sauvegarder les emplois, mais on va diminuer les salaires pour que quand même
le coût du travail soit moins important, quitte à les réaugmenter ensuite quand l'emploi et la production redémarrent. Ensuite, flexibilité quantitative externe. Et c'est surtout celle-là en réalité qui va nous intéresser. Donc quantitative, on joue sur la quantité de travail utilisé. Et externe, on joue sur justement est-ce que on met plus de travail dans l'entreprise ou plus de travail en dehors de l'entreprise. En gros, est-ce qu'on crée des emplois supplémentaires ou au contraire, on en supprime. Quand la production augmente, on crée des emplois supplémentaires et quand la production diminue en période de crise économique, on supprime des emplois. Et finalement, le raisonnement derrière les questions de flexibilité du travail, c'est de dire que les deux vont ensemble. Plus il est possible de se séparer des emplois quand la production diminue, plus il sera possible de créer des emplois quand la production redémarre. Et donc si vous voulez qu'en période de croissance, on crée plein d'emplois, il faut laisser la possibilité qu'en période de crise, on puisse supprimer plein d'emplois. C'est le raisonnement qui est derrière, il est critiquable parce qu'évidemment, comme on l'a vu dans la vidéo sur le chômage conjoncturel, laisser la possibilité en période de crise de supprimer des emplois, c'est prendre le risque d'aggraver la crise économique en diminuant les revenus des ménages, donc la consommation et la demande, et du coup la production. On a vu un cercle vicieux. Alors les autres formes de flexibilité qui nous intéressent un peu moins. Globalement, j'insiste là-dessus, la flexibilité qui nous intéresse le plus, c'est la flexibilité quantitative externe. Mais on peut quand même mentionner les autres. La flexibilité quantitative interne. Donc, on joue sur la quantité de travail, mais sans jouer sur le niveau d'emploi. On garde les mêmes nombres d'emplois, mais on change le temps de travail. Donc soit en période de croissance économique, on crée des heures supplémentaires, soit en période de crise, on peut faire du chômage technique ou du chômage partiel, pour dire qu'on conserve les emplois, même si du coup le coût de ces emplois n'est pas totalement assumé par l'entreprise. Une partie est prise en charge par les pouvoirs publics, parce que les personnes du coup ne vont pas travailler à temps plein. Ensuite, la flexibilité qualitative externe. Donc là, on joue plutôt sur les compétences, le travail, plutôt que jouer sur la quantité de travail. Donc en l'occurrence, externe, à nouveau, on fait référence à quelque chose qui n'est pas au sein directement de l'entreprise. En l'occurrence, on fait appel à un ou des sous-traitants. Donc la question de l'externalisation. Si vous vous rappelez le chapitre sur le commerce international. Au lieu de me concentrer sur différentes tâches dans lesquelles je ne suis pas spécialisé, je confie ces tâches à des sous-traitants avec lesquels éventuellement d'ailleurs je peux négocier les conditions de travail, le prix, etc. Ce qui m'assure justement plus de flexibilité. Si jamais il y a un sous-traitant qui ne me plaît pas, je peux tout simplement du coup arrêter le contrat avec cette personne, avec cette entreprise et prendre un contrat avec un concurrent. Enfin, la flexibilité qualitative interne, donc à nouveau on reste sur les salariés qu'on a, les emplois qu'on a, mais au lieu de les laisser seulement sur un seul poste, on leur donne la possibilité de changer les travailleurs de poste. Donc se dire supermarché, je peux envoyer des personnes ranger les rayons s'il y a besoin, et lorsque je vois qu'il y a pas mal de monde aux caisses, je leur demande d'ouvrir une caisse. Donc là, de la polyvalence. Pour revenir sur la question de la flexibilité quantitative externe, donc la possibilité de supprimer facilement des emplois en période de crise économique. Quand on regarde les indicateurs de protection d'emploi type CDI et la variation du taux d'emploi dans les pays de l'OCDE, on n'observe pas de corrélation ni positive ni négative entre justement la flexibilité de l'emploi, la flexibilité du travail et la variation du taux d'emploi. Donc en gros, il y a différentes études qui vont dans ce sens-là, qui confirment ces découvertes, ces résultats. Avoir plus ou moins de flexibilité ne semble pas être spécialement une solution face au chômage. On pourrait même dire au contraire, en période de crise économique, avoir une flexibilité de travail importante comme c'est le cas aux États-Unis va provoquer une augmentation du chômage importante, plus importante que dans des pays où la flexibilité est moindre. Donc ça, c'est, on a envie de dire, plutôt négatif. Après, vous allez quand même observer une baisse du chômage aussi plus rapide dans ces pays que dans des pays où la flexibilité du travail est plus faible. Et dans l'ensemble, si on n'a pas de corrélation du coup ni positive ni négative entre flexibilité du travail et taux de chômage, taux d'emploi, on observe quand même qu'il y a une corrélation négative entre flexibilité du travail, donc flexibilité quantitative externe, et durée du chômage.
En gros, la flexibilité du travail ne permet pas spécialement de lutter contre le chômage, mais elle permet de lutter contre le chômage de longue durée. Parce que le raisonnement derrière, qui se comprend facilement, c'est de dire, donc, avoir des emplois plus flexibles ne va pas créer plus d'emplois, donc ne va pas être un moyen de lutter contre le chômage. Cependant, dans une économie où le travail est très flexible, vous allez peut-être facilement perdre votre emploi, mais vous allez aussi facilement retrouver un. Donc même si vous allez facilement vous retrouver au chômage et plus facilement que dans une économie où le travail est moins flexible, plus rigide, vous allez aussi plus facilement retrouver un nouvel emploi et donc rester moins de temps au chômage. Et ça peut être quand même un aspect positif parce que plus on passe de temps au chômage, plus les compétences qu'on a se détériorent et on devient donc moins productif. Et lutter contre le chômage de longue durée, qui est aussi un des problèmes d'ailleurs en France, en dehors du chômage de masse de façon générale, lutter contre le chômage de longue durée permet donc de lutter contre cette perte de compétences des travailleurs et des travailleuses. Troisième problème, après la question des coûts de licenciement et donc de la flexibilité du travail, la question des problèmes d'appareillement. Comment peut-on lutter contre les problèmes d'appareillement? Comment peut-on faire en sorte que les caractéristiques des chômeurs et des chômeuses correspondent aux caractéristiques recherchées par les entreprises? Alors, différentes possibilités. Soit vous pouvez mettre en place des dispositifs avec, par exemple, des aides pour encourager la mobilité des travailleurs et des travailleuses. Soit vous pouvez mettre en place une politique de formation pour que justement les travailleurs et les travailleuses, notamment les chômeurs et les chômeuses, aient plus de compétences et peuvent plus facilement s'adapter à différents emplois, notamment aux emplois recherchés et proposés par les entreprises. Alors, cependant, il faut quand même pointer les limites à ce type de politique. Globalement, les politiques de mobilité sont peu efficaces parce que tout simplement, des aides pour la mobilité, c'est bien, mais il y a plein de facteurs à prendre en compte, notamment si vous avez une famille, vous voulez soit déplacer toute la famille, et ça c'est très compliqué, mais vous allez rarement dire, bon bah moi je vais partir dans un autre département, et puis on se verra juste une fois par mois. Donc il faut, vu qu'il y a plein de facteurs qui sont pris en compte dans la question du choix, juste une petite aide ne va pas être suffisant. Et même en dehors de la question de la vie de famille, de dire, bah voilà, mes enfants sont inscrits dans cette école, etc., j'ai pas vraiment envie de les bouger. Forcément, si vous avez grandi dans un endroit, si vous êtes attaché, vous avez des amis, vous serez quand même peu incité à déménager. Même si ça, c'est des facteurs qui vont jouer quand même de façon moins importante, évidemment, que la question de la famille, mais ça peut jouer aussi pour décourager la mobilité. Autre problème, donc pour les politiques de formation, les inégalités dans l'accès à la formation. Et globalement, quand on regarde justement l'accès à la formation continue, à la formation professionnelle, elle concerne avant tout les personnes qui ont un emploi, donc pas les demandeurs d'emploi, et parmi les personnes qui ont un emploi, elle concerne avant tout les personnes qui sont déjà qualifiées. Donc, en gros, à l'heure actuelle, la formation continue, la formation professionnelle, a plutôt tendance à profiter à des personnes qui en ont le moins besoin, en tout cas dans ce cadre de politique de lutte contre le chômage. Emmanuel Macron a annoncé des réformes dans ce sens, on attend d'en voir les fruits, mais en tout cas il a clairement annoncé un engagement clair pour corriger les inégalités dans l'accès à la formation continue. Et ça en fait, ça nous amène à la question de l'accompagnement des chômeurs et des chômeuses qui jouent un rôle clair dans leur délai de recherche d'emploi, et donc ce qui nous ramène à la question de la théorie du job search. Donc en gros, l'idée c'est qu'en améliorant l'accompagnement des chômeurs et des chômeuses, vous allez réduire leur délai de recherche d'emploi et donc participer à réduire le chômage selon cette théorie du job search. Autre élément qui est pointé par ces théories, le niveau des prestations, en disant que finalement plus on a des prestations importantes pendant un moment, moins on va être encouragé à chercher activement un emploi et on va pouvoir chercher un emploi mais être plus exigeant. C'est au moment où les prestations arrivent à leur terme, au moment où les allocations chômage vont commencer à disparaître, ou si elles sont moins importantes, on va faire vraiment d'emploi. Donc ça, c'est plutôt un argument libéral de dire qu'il faudrait diminuer les prestations des allocations chômage pour les chômeurs et les chômeuses, pour vraiment les encourager, les motiver à chercher activement et sérieusement un emploi. Aussi, vous avez la question de, par exemple dans la dernière réforme du chômage, dire
Une fois qu'on a proposé deux offres raisonnables d'emploi, après la question se pose qu'est-ce que c'est qu'une offre raisonnable d'emploi, mais si vous avez refusé deux offres raisonnables d'emploi, donc qui correspondent en tout cas, qui vous correspondent en termes de compétences et en termes de qui ne sont pas très loin de chez vous, si vous les refusez, dans ce cas, on peut suspendre vos allocations à chômage, même si techniquement vous en avez encore le droit. Alors là, on voit bien que quand même la perspective derrière ces idées-là de baisser les allocations chômage, de les raccourcir, de contrôler ce que font les gens et éventuellement de les suspendre si les personnes en demande d'emploi ne cherchent pas activement, pas assez activement un emploi, ne sont pas raisonnables dans leur recherche d'emploi. On a clairement cette idée de culpabiliser, de responsabiliser, de culpabiliser les chômeurs et les chômeuses. De dire si vous n'avez pas d'emploi, c'est de votre faute, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts et il faut vous motiver pour que vous fassiez plus d'efforts. Et ça, évidemment, c'est plutôt un argument libéral qui n'est pas partagé à gauche, qui est au contraire très fortement critiqué et qui, de fait, est largement discutable, puisque vous avez plusieurs études sociologiques qui montrent bien que, globalement, les personnes au chômage ont envie de retrouver un emploi, mais qu'il y a différents facteurs à prendre en compte dans cette décision de reprendre un emploi. C'est pas juste une question de choix de vie, et par conséquent, il faut prendre en compte ces facteurs et ne les culpabiliser ne va servir à rien, suspendre les aides va juste rendre leur situation encore plus compliquée. On va enfin parler d'un dernier type de politique, la flexicurité ou flexi-sécurité. D'ailleurs, le terme flexi-sécurité se retrouve plus en français, même si il n'a pas ma préférence personnelle, qui est un type de politique qui a été mise en place notamment au Danemark à la fin des années 90, début des années 2000, et qui semble combiner différentes solutions aux causes du chômage structurel qu'on a vu dans cette partie. Alors pour commencer, la flexicurité, ça repose sur une augmentation de la flexibilité du travail, pour les différentes causes qu'on a vues. Le problème, qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs jusque-là, c'est que lorsque vous augmentez la flexibilité du travail, vous augmentez aussi la précarité de l'emploi. Plus il est facile pour les entreprises de supprimer des emplois, de licencier des personnes, plus ça veut dire que les emplois de ces personnes seront précaires et que ces personnes auront du mal à savoir avec certitude si dans un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, elles auront toujours leur emploi et elles auront toujours autant d'argent. Ce qui évidemment pose problème pour avoir un emprunt, même simplement trouver un logement et payer le loyer, lorsque vous ne pouvez pas garantir à 100%, du moins 95%, que vous allez continuer à avoir des revenus et les mêmes revenus dans un an par exemple. Alors, pour contrer ce problème, et la flexicurité va combiner la flexibilité du travail avec une sécurité, une sécurisation des revenus. L'idée, c'est que, parce que la flexibilité est plus importante, vous avez plus de risques de vous retrouver au chômage, vous allez sûrement, au cours de votre carrière, vous retrouver plus souvent au chômage qu'avant l'augmentation de la flexibilité. Pour que malgré tout vos revenus ne soient pas précaires et que justement vous puissiez vous projeter dans l'avenir, on va vous donner des allocations de chômage généreuses pour que voilà, toutes les fois où vous allez vous retrouver au chômage dans votre carrière, il n'y ait pas une chute brutale de vos revenus et que vous puissiez au contraire facilement maintenir votre niveau de vie. Le problème, évidemment, on l'a vu avec la théorie du job search, c'est que si vous avez des allocations chômage qui sont généreuses, qui sont assez proches des revenus du travail, vous avez un risque que les personnes restent plus longtemps au chômage, en recherche d'emploi, et justement profitent simplement de ces allocations chômage généreuses. Donc il y a un troisième volet en fait dans la politique de flexicurité, de l'accompagnement des chômeurs et des chômeuses, qui comprend à la fois donc une aide pour trouver un emploi plus facilement, un contrôle pour éviter les abus, et éventuellement aussi des politiques de formation. Donc voilà, flexicurité, plus de flexibilité, les entreprises ont moins peur de créer des emplois parce qu'elles savent qu'elles pourront les supprimer facilement si jamais la demande et la production baissent. Une sécurisation des revenus pour éviter d'entrer dans un cercle vicieux en cas de crise économique et assurer une certaine stabilité des revenus et du niveau de vie des personnes qui vont tomber plus facilement au chômage, et un accompagnement des chômeuses et des chômeurs pour leur permettre de plus facilement retrouver un emploi et de connaître une période de chômage la plus courte possible. Alors,
Comme je l'ai dit, ça c'est un type de politique qui a été mis en place notamment au Danemark, fin des années 90, début des années 2000. Et depuis cette période, en fait, ça fait couler beaucoup d'encre, et ça revient souvent dans le débat politique de dire il faudrait mettre en place en France une politique de flexicurité. Et sur le papier, vu ce qu'on vient de dire, ça semble être un bon compromis justement entre les personnes libérales qui pensent qu'il faut augmenter la flexibilité du travail et contrôler les chômeurs et les chômeuses, et les personnes qui sont plutôt de gauche, qui veulent sécuriser la situation des personnes, des travailleuses et travailleurs, et avoir un accompagnement qui soit aussi plus une aide pour les chômeuses et les chômeurs. Donc ça semble être un bon compromis, mais en réalité, on voit bien que ça tient aussi à des institutions, à une culture du travail et des relations entre les travailleuses et les travailleurs et les entreprises, notamment à travers la question du dialogue social entre les représentants des travailleuses et travailleurs, donc les syndicats, et les représentants des chefs d'entreprise. Voilà, une culture, des institutions qui sont bien particulières et que on peut pas simplement dire ah bah tiens je vois tout ça sur papier et je vais essayer de le calquer dans un autre pays. Parce que voilà, il y a des institutions qui sont particulières et que ça finalement ça marche bien dans un certain environnement politique, social, et moins du coup dans un autre type d'environnement avec une autre culture. Donc globalement, les tentatives d'importer la flexicurité en France n'ont pas débouché sur un franc succès. Vous avez des critiques qui ont affirmé par exemple qu'il y avait plus de flexibilité que de sécurité, etc. Donc là, en tout cas, mon but n'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est plutôt de la faute des chefs d'entreprise qui ont mis l'accent sur la flexibilité du travail sans apporter un volet vraiment de sécurisation des travailleurs et des travailleurs? Est-ce que c'est de la faute des institutions françaises qui ne seraient pas assez flexibles, trop rigides et qui n'ont pas su s'adapter à ces réformes? Voilà. En tout cas, moi, c'est simplement de constater, ça c'est un débat qui peut être intéressant, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les faits, il y a eu des tentatives de l'importer en France, et ces tentatives n'ont pas vraiment réussi. Et c'est d'ailleurs du coup sur ça qu'on va terminer cette vidéo, ou presque en réalité, parce que je voudrais simplement conclure avec ce schéma qui reprend les différentes formes de chômage qu'on a vues dans ce chapitre. Donc vous avez notamment le chômage structurel ou le chômage conjoncturel. Donc le chômage conjoncturel est causé par un manque de débouchés de la part des entreprises, un manque de demande anticipée qui les conduit à réduire leurs moyens de production, notamment à réduire le nombre de travailleurs. Dans le chômage structurel, vous avez la question du coût du travail, avec plus exactement la question du chômage classique. Vous avez la question du manque de flexibilité, et vous avez la question des problèmes d'appareillement, entre autres. Voilà, c'est un petit schéma simplement pour résumer rapidement ce qu'on avait vu dans ce chapitre. Voilà, là je pense que c'est bon. Je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.